il n'y a dans aucune loi de construction en Suisse, pas que je sache, on le fait dans des plans d'affectation spécialisés, que le rez-de-chaussée, il doit être 4 mètres de haut pour pouvoir accueillir différents usages. Je peux juste faire un complément là-dessus. Je crois qu'il y a d'ailleurs un des auteurs du plan des Plaines du Loup, M. Mehdi, je crois qu'il y a un point. Donc effectivement, c'était un des éléments qui est ressorti de ce concours, c'était de dire les rez-de-chaussée doivent être actifs. Je ne suis pas sûr que sur l'entier des 30 hectares ça doit l'être, mais partout ou presque, la proposition est de faire des rez-de-chaussée qui soient plus hauts justement parce que ça renvoie au principe de robustesse, c'est-à-dire d'adaptabilité dans le temps. Donc ça peut être un jour un logement, un jour un commerce, un jour, je sais pas, un espace de quartier, des éléments qui ont autre relation, voire même un espace fonctionnel pour l'immeuble. Ça me paraît relativement fondamental. Puis l'autre élément, je voulais juste ajouter, pour parler un peu du cas lausannois, il faut se faire un peu de pub des fois, c'est finalement que la question de la densité, c'est un thème qui est assez abstrait et puis qui est assez mal vécu. Il y a d'ailleurs plein de gens qui essayent de trouver d'autres mots pour densité, parce que ça devient un peu péjoratif. Mais lorsqu'on pose la question aux Lausannois sur finalement quel quartier ils apprécient beaucoup à Lausanne, beaucoup de gens parlent du quartier de Sougar, qui est un quartier à prédominance résidentielle, mais qui a quand même une certaine mixité qui est développée, et c'est à l'heure actuelle un des quartiers les plus denses de la ville. Même si c'est un quartier fin 19e, début 20e, qui a misé sur la contiguïté, donc il est très dense sans être particulièrement haut. On n'est pas dans la ville médiévale, on est dans un modèle plus aéré, et on arrive à, pour ceux qui s'intéressent, on arrive à des cuves brutes qui sont aux alentours de 2,5, 3 sans trop de soucis. Donc finalement c'est intéressant, et je pense que c'est plutôt de ça dont on doit parler, c'est quel type de quartier répond à vos besoins. Oui. Commentaire pour que le quartier des Paquis a Genève dans la position de 4. J'avais ici une question. Une première question, juste très rapide pour M. Pataroni. Moi, je comprends bien tout ce qui a été dit. La question, c'est comment on rend ça opérationnalisable. D'autant plus que, vous nous l'avez dit, les modes de vie changent avec le temps. Hein, on peut être étudiant et puis ensuite couple sans enfant. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on les rend opérationnalisables? D'autant plus qu'on sait que les choix résidentiels, c'est une gimmick de sociologue, mais dans une ville comme Lausanne, où le taux de vacance des logements est quasi proche de zéro, le choix résidentiel n'existe pas, justement. Donc comment est-ce qu'on arrive à tirer ça? Et d'autant plus encore qu'on le sait nous-mêmes avec les bobos, les gens transforment eux-mêmes le quartier qu'ils habitent. Donc c'est quelque chose de très mouvant. Donc, la première question, c'est comment on rend ça opérationnalisable. Et la deuxième, pour M. Guyard, comment on décrète la mixité? Comment on fait? Moi, j'ai jamais compris comment on fait un jour un nouveau quartier à la Plaine des Loups, et on dit on va faire de la mixité. Est-ce que, juste en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment on fait? D'abord, M. Pataroni. Ça, j'ai le temps de réfléchir. Ça va pas être simple. Alors, moi j'ai la chance de ne pas être urbaniste. Je travaille avec des urbanistes très habiles. Donc, mais je ne vais pas me défiler comme ça. Mais, la question de l'opérationnalisation, bon, elle se joue sous différentes formes en fait. Premièrement, là j'évoquais par exemple Artemis Carrivert, donc à Genève, ceux qui connaissent, passent, enfin, ça un écoquartier, bon, c'est trois ensembles d'immeubles, trois immeubles en fait, tout petits, 300 logements. Et là on a travaillé par exemple, Marie-Paul Thomas, hein, qui était une collègue à nous, et qui a fait sa thèse dans le cadre de la recherche que j'évoquais auparavant, a travaillé avec Greyer. Ils ont travaillé sur des qualités contrastées de chaque immeuble, avec précisément un immeuble qui sera une coopérative, avec une salle commune, une grande coursive, donc des modes plus communautaires, des autres immeubles plus individualistes dans leur proposition de voisinage, et encore une autre proposition autour du logement social. Donc une manière de prendre au sérieux des formes de vie contrastées, et puis d'essayer de proposer à l'échelle d'un petit projet
un plus grand grain finalement de l'environnement construit, pour pouvoir travailler effectivement sur cette traduction-là. Après, rendre opérationnalisable, je pensais bien que vous me posez la question, parce que ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose que je voulais dire. Le but, effectivement, c'est pas non plus de dire, voilà, il y a 7 modes de vie, puis après on va se faire dans tel lieu, on va les traduire directement dans l'environnement construit, puis on va les recomposer. Je pense que nous, ce qui m'intéresse plus, c'est de travailler, j'ai pas eu le temps de développer ici, hein, mais sur les axes autour desquels se structurent les modes de vie. C'est-à-dire, finalement, quels sont les grands leviers d'une politique de la diversité. Et donc, en travaillant sur le type d'environnement social, en travaillant sur le type de densité, en fait, nous, on a 5 ou 6 de ces grands axes qui nous ont permis de construire les modes de vie. Ça permet d'ouvrir et puis de réfléchir un tout petit peu les curseurs sur lesquels on peut travailler, sans qu'il y ait effectivement de traduction directe, parce que derrière les catégories, par exemple habiter, rencontrer, on vient toucher précisément aux limites de la planification. C'est ce que disait Mme Cohen. On peut faire les plus beaux espaces publics, on n'assure pas la convivialité d'une ville. On peut respecter les meilleures normes de confort et de standards de construction, on n'assure pas l'habitabilité d'un lieu et l'aisance d'une personne. Et donc effectivement, il y a un ensemble de choses qui participent de ces expériences fondamentales dont dépend la qualité d'une vie, qui sont au-delà même de la possibilité de planification. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout envie, et comme sociologue, mon but, c'est pas de construire effectivement un prêt-à-porter opérationnel, parce que ce qui me trouble, effectivement, c'est la transformation, multiplication d'indicateurs, de dire, voilà, là où il y avait 3 indicateurs, on va en faire 150, et à ce moment-là, on aura une bonne qualité de vie. Précisément, ça ne marche pas comme ça, d'où l'importance de repartir dans ce rapport expérience, forme, et donc c'était ça qui était en arrière-plan. Et je pense que quand on en discute sur ces formes-là autour d'une table avec des urbanistes et des architectes, on trouve les chemins de l'opérationnalisation, mais dans l'ouverture des possibles, et pas dans une mécanique effectivement d'indicateur. Merci. Vous? Alors, comment est-ce qu'on décrète la mixité? Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais on est de toute façon dans une situation de collage, c'est-à-dire qu'on intervient dans des secteurs qui ont de toute façon une histoire, du vécu, dans un environnement aussi bâti et non bâti, qu'on doit intégrer. Donc effectivement, pour réfléchir à ces questions, on peut s'appuyer sur un certain nombre de réflexions avec des analyses de quartiers environnants ou un certain nombre d'éléments. Le problème que l'on a globalement, c'est que traditionnellement à Lausanne, je ne suis qu'à Lausannois, on a été extrêmement restrictif dans les affectations. On a dit, voilà, il faut telle part de logement, telle part de bureau, telle part de commerce, et vous pouvez être sûr que dans une lecture temporelle, puisqu'on s'inscrit sur la durée, on se plante. Et donc, on a énormément de plans de quartier à Lausanne qui ont une lecture relativement restrictive et qui finalement ne passent pas le cap de l'évolution. Et par rapport à ça, la tendance qu'on essaie d'imprimer aujourd'hui, c'est de dégager plus de flexibilité parce qu'on est bien sûr conscient qu'on peut donner, encore une fois, je reviens sur le thème de coloration dans un quartier, peut-être une densité d'habitants plus importante puisqu'on est à l'extérieur du centre où il faut quand même retrouver de l'emploi puisque nous sommes dans une capitale et qu'il y a des éléments d'équilibre à trouver. Il faut bien sûr la possibilité d'avoir des surfaces commerciales, mais de rester dans des structures beaucoup plus flexibles. La difficulté que l'on a, c'est que la flexibilité, la législation, elle n'aime pas ça. Pour autant qu'on puisse la personnifier. Et donc, c'est très embêtant. Donc, vous essayez de travailler avec une ouverture sur la planification et sur les bâtis qui vont suivre, même aussi au niveau de l'aménagement de l'espace public, et puis finalement, au niveau législatif, on est dans des situations très complexes. Pour vous donner peut-être un petit exemple, je sais que M. Junot a dû vous parler des prévidis. Donc les prévidis, c'est un peu un échec quand même, hein, il faut le dire, à ce stade. Mais... Ça, il nous a pas dit. Moi, je le dis parce que je regrette finalement qu'il y a des gens ici dans la salle qui ont aussi participé activement à cette aventure à ce stade. Alors, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter sur cet échec. Je pense qu'il faut rebondir. Je pense que c'est ce